C'est avec un grand plaisir que mon équipe et moi-même vous accueillons pour ce séminaire sur comment refaire équipe au lendemain du déconfinement. Alors, nous allons commencer sans transition euh, par la présentation de l'équipe. D'abord, je te passe la parole, Frédéric, pour que tu puisses te présenter et que tu dises quel est ton rôle ce soir. Tu nous Voilà. entends, Fred? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Frédéric Brionès. Je suis consultant, coach, certifié maillotiste. Donc, je fais un peu de demande. Et ce soir, je suis ici pour aider à la technique et puis pour animer certains des moments de sondage et d'interactivité qu'il y aura avec le groupe. On a quelques petits sondages qui seront importants à faire dans le déroulé de la réunion et c'est moi qui m'occuperai de tout ça. Donc, bonne soirée à tous. Merci, Frédéric. À toi, Igor. Donc bonsoir à tous, je suis Igor Herès, je suis basque et coach certifié Coach and Team puis Mayotis. Je suis fondateur de NowCoach, qui est une plateforme qui facilite la mise en relation des coachs avec les entreprises. Et ce soir, je suis en charge des questions que vous pouvez, comme à l'habitude, déposer sur le chat et que je remettrai en fin d'apport à Jérôme. Merci, Igor. Fred, est-ce que c'est possible que tu enlèves le ding-dong quand les gens rentrent? Je suis en train de m'affairer à ça, en fait. D'accord, merci. À toi, Cécile. Bonjour à tous, moi je m'appelle Cécile Noal, donc je suis coach certifié Coach and Team depuis 2015. Je suis aussi metteur en scène et je m'occupe au sein de l'Institut Mayotis de la communication, notamment des conférences, des webinaires et des ateliers de Jérôme. Merci Cécile. Alors, en ce qui me concerne, donc moi je m'appelle Jérôme Curnier. Je suis coach professionnel depuis maintenant 20 ans puisque j'ai été certifié en 2000. Je suis enseignant et superviseur et fondateur en 2008 de l'Institut Mayotis, qui est un institut qui vise à créer des espaces d'accompagnement des personnes au plan personnel et au plan professionnel pour leur permettre de se tenir debout dans un monde en pleine mutation, c'est-à-dire à la fois des gens qui sont rayonnants, hein, développer leur rayonnement au plan personnel et développer leur excellence au plan professionnel. Pour rendre compte justement de mon travail et des travaux que je mène pour créer ces espaces, où je suis encore en train de rédiger une collection de 10 ouvrages. Je suis au 6e qui s'appelle Coaching Global et qui effectivement rend compte à la fois des processus d'accompagnement de l'intelligence collective, du coaching de dirigeants, de managers et d'équipes, mais aussi des choses plus subtiles et plus profondes comme l'accompagnement des croyances, l'accompagnement de la psychologie des profondeurs jusqu'à l'accompagnement spirituel. Voilà, et je suis donc fondateur de cet institut et c'est dans ce cadre-là que ce soir, je vais effectivement vous proposer cet atelier ou plutôt ce webinaire. Alors rapidement, comme le thème c'est refaire équipe au moment du déconfinement, eh bien, je vais rappeler quels sont les enjeux d'une façon générique de l'accompagnement des équipes. Après quoi, j'expliquerai les deux polarités pour obtenir de la coopération dans l'équipe. Puis, je parlerai, ces deux points d'ailleurs, hein, pour assurer la coopération, sont d'une part la cohérence de fonctionnement et d'autre part la cohésion d'équipe. Il y a quelques semaines, nous avions fait un webinaire sur justement la régulation comme processus majeur de cohésion d'équipe. Ce soir, je vais plus axer l'exposé sur la cohérence de fonctionnement, mais aussi de la cohésion d'équipe, mais pas tant en régulation, mais beaucoup plus avec l'appareil théorique de Will Schutz qui s'appelle l'élément humain. Après quoi, justement, je vous présenterai la façon dont Will Schutz considère l'être humain. Et puis, selon à la fois l'analyse transactionnelle et puis l'élément humain, je porterai mon attention sur les aspects à prendre en considération pour générer une bonne dynamique d'équipe, notamment lorsqu'elle se retrouve à l'occasion du déconfinement. Ensuite, je vous proposerai quelques processus d'inclusion, de contrôle et d'ouverture pour bien déconfiner, si je puis dire. Puis on finira avec la conclusion, c'est-à-dire une vision méta de ce qu'on pourrait appeler l'accompagnement des équipes, et puis quelques annonces.
En tout cas, je me fais vraiment une joie de vous accueillir tous, puisque ce webinaire rentre dans un programme nous avons lancé au moment du confinement, toutes les semaines, et puis à partir de la rentrée, ce sera une fois par mois où j'animerai des webinaires sur un certain nombre de thèmes essentiels qui permettent de travailler d'une part le rayonnement au plan personnel du développement de la personne, mais aussi au plan de l'excellence et de la dynamique d'équipe. Alors, juste quelques points théoriques. Avant de passer à la phase questions-réponses. Donc, pendant 45 minutes, je vais vous donner quelques aspects. Et puis, il est évident que vous pouvez vous poser via le système de chat toutes les questions que vous voulez, sachant que je pourrais sans doute pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, Igor gérera le recoupement des questions pour me les proposer et que je puisse formuler un certain nombre de réponses, si j'y parviens, bien sûr. Alors, génériquement, l'accompagnement d'équipe, si je puis dire, vise essentiellement à lui permettre d'atteindre les finalités qu'elle se fixe. Et ce n'est pas le cadre du confinement ou du déconfinement, c'est-à-dire de cette pandémie qui change les choses. Ça leur donne une certaine teinte, oui, certain visage, mais en matière d'accompagnement d'équipe, les fondamentaux restent les mêmes. C'est-à-dire que le premier fondamental, c'est d'amener l'équipe à développer la formulation des finalités qu'elle se fixe et puis d'en avoir ensemble conscience. Parce qu'à partir du moment où ensemble, nous avons conscience de là où nous allons, eh bien, le fonctionnement de l'équipe est évidemment bien meilleur. Le deuxième point comme fondamental de l'accompagnement d'équipe, c'est créer les conditions pour que les acteurs puissent se reconnaître mutuellement dans une économie saine des signes de reconnaissance, pour que l'équipe soit à la fois un lieu de contribution, mais aussi un lieu d'échange, de reconnaissance mutuelle. Et puis enfin, un point essentiel de l'accompagnement d'équipe, c'est effectivement de les mettre en mouvement pour qu'ensemble, ils puissent agir en fonction du mandat qui leur est confié. Sachant que rendre efficace l'équipe, c'est générer de la coopération en stimulant cette activité, cette reconnaissance mutuelle et le développement des finalités. Pour plus d'informations sur cet aspect, on pourra revoir ou vous pourrez revoir en replay le webinaire que j'avais déjà développé sur la régulation d'équipe il y a quelques semaines parce que j'ai donné quelques points complémentaires. Alors, pour qu'il y ait effectivement coopération, il faut 2 points essentiels. Le premier, c'est la cohérence de fonctionnement. Et puis, le deuxième, c'est de la cohésion d'équipe. Très souvent, lorsque un manager ou un dirigeant, mais plus fréquemment toute personne ou plus génériquement toute personne qui est responsable d'une équipe, chaque fois qu'il y a une demande d'accompagnement, il est fréquent que la formulation tourne autour de est-ce que vous pouvez organiser un séminaire pour générer de la cohésion d'équipe, c'est-à-dire créer un lien particulier entre les acteurs. En fait, force est de constater que créer du lien, s'il n'y a pas, j'allais dire, l'architecture ou la colonne vertébrale de la cohérence de fonctionnement, c'est en fait un coup d'épée dans l'eau, si je puis dire. Et donc, c'est extrêmement important de ne pas séparer l'un de l'autre. Alors, en fait, si nous regardons les éléments effectivement de la cohérence de fonctionnement, un premier point, c'est est-ce que les frontières de l'équipe sont identifiées, c'est-à-dire qui fait partie du système. Il arrive qu'il y ait certaines équipes où les personnes sont à la fois dedans et dehors. Et justement, cette ambiguïté de dedans et dehors va créer une espèce de fuite dans l'énergie du groupe et du coup, les personnes ne parviendront pas nécessairement à travailler et à se mettre en cohérence. Le deuxième point, qui est important, c'est est-ce que nous disposons d'un leader de cette équipe, c'est-à-dire d'un responsable qui a été nommé et qui est reconnu par l'ensemble des acteurs et que ce responsable devant être mandaté. Lorsque, effectivement, une équipe n'a pas forcément de leader nommé ou encore reconnu par l'équipe, eh bien, on va constater qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui vont apparaître et qui ne sont pas directement liés à un problème de cohésion. C'est un problème de clarté du leadership. Là, pour ça, l'analyse transactionnelle a donné énormément d'éléments pour clarifier justement les différents types
leader avec les notions de leader psychologique, de leader de processus, de leader titre, de leader effectif, qui donne à voir, si vous voulez, véritablement comment le leader s'incarne au sein de la culture de l'équipe. Le point suivant que nous pouvons mettre en lumière en termes de cohérence, c'est est-ce que l'équipe dispose d'une mission collective avec des rôles qui sont complémentaires. La notion de complémentarité de rôle est vraiment un point que William Schutz a vraiment mis en lumière. Autrement dit, si les personnes n'ont pas des rôles complémentaires, elles risquent finalement de se marcher dessus et de créer un dysfonctionnement. Là encore, ça n'a rien à voir avec la cohésion, ça a à voir avec la cohérence. Hein. Et de fait, souvent, cette sémantique ou cette différence cohésion et cohérence n'est pas très claire dans l'esprit des membres de l'équipe, dans l'esprit des dirigeants, ni dans l'esprit des managers. Et donc, il est extrêmement important que ces rôles complémentaires soient aussi déclinés sous la forme à la fois d'objectifs collectifs et d'objectifs individuels. C'est-à-dire que chacun puisse identifier comment, lorsqu'il atteint ses propres objectifs, il contribue à l'objectif collectif. Quatrième point sur les 10 points de cohérence, c'est est-ce que l'équipe dispose d'une vision de qui elle est et de ce qu'elle veut devenir. Souvent, quand on parle de vision, on parle d'ambition, on parle de raison d'être de l'équipe. Là, il s'agit vraiment d'une représentation par l'équipe elle-même, de savoir qui elle veut devenir et comment elle veut contribuer. Et ça, c'est souvent un parent assez pauvre des points de cohérence. Le cinquième point, c'est est-ce que l'équipe dispose de règles de fonctionnement explicites et contractualisées? C'est-à-dire, est-ce que ça a donné lieu finalement à un accord explicite et non pas un accord implicite? Dans l'entreprise ou dans les associations ou toute organisation d'une façon générale, il y a un certain nombre d'us et coutumes qui sont beaucoup plus implicites qu'explicites. Et donc, par exemple, une des valeurs classique de l'entreprise ou des groupes, c'est le respect, par exemple. Il s'agit de respecter le client, de respecter les collaborateurs. Une autre valeur, c'est le professionnalisme. Et donc, toutes ces valeurs donnent l'impression qu'il y a des règles de fonctionnement. Or, les règles de fonctionnement sont beaucoup plus opérationnelles. Est-ce que, par exemple, nous savons dire comment nous nous confrontons? Est-ce que nous savons dire comment nous nous donnons du feedback? Est-ce que nous savons dire comment nous pouvons nous inclure ou nous déclure dans l'équipe? Toutes ces règles-là sont souvent aussi très mal explicitées et du coup, cela crée des problèmes de cohérence de fonctionnement. Le point suivant, c'est est-ce que les acteurs de l'équipe ont une conscience des modes de prise de décision et des différentes formes de consensus qui sont disponibles? En fait, nous pouvons avoir des prises de décision qui sont, j'allais dire, autocratiques ou assez directives. Et en cas d'urgence, le fait qu'une personne prenne une décision autoritaire peut être vraiment tout à fait pertinent. Très souvent, les décisions qui sont des décisions opérationnelles sont plutôt prises par des agents de maîtrise ou des responsables d'équipe. Mais comment est-ce que les consensus sont construits? Donc, toute cette question-là est une question qui est extrêmement intéressante à aborder avec les équipes, là encore, pour qu'elles fonctionnent correctement. Le septième point, c'est est-ce que les circuits de communication sont clairs? C'est-à-dire, on a tous aujourd'hui des téléphones, des mails, des réseaux sociaux, des WhatsApp, et j'en passe et des meilleurs. Et en fait, les circuits de communication à l'intérieur même de l'entreprise sont souvent extrêmement confus. Donc, on prend des habitudes, j'allais dire très souvent, dans les équipes, en mettant en copie énormément de gens pour se couvrir lorsqu'on écrit un mail. Et le fait est, c'est que la façon de communiquer devient extrêmement inefficace dans ces conditions. Et donc, le circuit de communication et les règles que nous allons établir pour communiquer de façon écrite ou de façon informelle sont des sujets qu'il faut aborder. Huitième point, c'est lorsqu'on n'est pas d'accord, est-ce que nous disposons d'un espace de ressources ou au moins d'une instance qui va jouer le rôle de régulateur? Lorsqu'il n'est pas nommé, celui qui joue ce rôle-là
c'est généralement le directeur ou la directrice des ressources humaines. C'est-à-dire que tout ce qui va constituer les fonctions transverses vont être considérées potentiellement comme des instances de régulation. Là encore, il y a un certain déficit potentiel d'identification de ces instances et de compétences de ces instances. Parce que nous avions vu d'ailleurs à un précédent webinaire que sur le continuum de régulation, eh bien, il y a beaucoup de processus qu'il faut maîtriser, que ce soit la mise à plat de représentation ou la métacommunication ou encore la médiation, la gestion de conflits, toutes ces choses-là, si vous voulez, sont finalement des processus à part entière qu'on imagine que chacun connaît, alors qu'en fait, les choses sont beaucoup moins claires. Donc, la question de qui va être responsable de couper les nœuds gordiens lorsqu'il y en a quand on est en désaccord est vraiment une question qu'il faut aborder pour traiter la cohérence de fonctionnement de l'équipe. Et puis enfin, est-ce que nous avons des valeurs et des représentations partagées, valeurs sur le client, valeurs sur le collaborateur, sur le sens du travail que nous accomplissons ensemble. Là encore, ce sujet-là devient absolument critique lorsque nous traversons des phases où nous n'avons pas pu être ensemble, où nous avons dû travailler à distance, où toutes ces choses sont devenues plutôt floues. Et enfin, le 10e point, c'est est-ce que nous disposons d'une économie saine des signes de reconnaissance, c'est-à-dire est-ce que chacun sait dire ce qu'il ressent, sait donner des signes de reconnaissance à lui-même, à l'autre, et finalement toute cette économie des signes de reconnaissance, est-ce que je peux donner, est-ce que je peux recevoir, est-ce que je peux offrir, est-ce que je peux refuser un signe de reconnaissance? Tous ces éléments-là sont des espaces ou plutôt des sujets qui méritent un certain apprentissage. En tout cas, ces éléments de cohérence de fonctionnement, vous voyez, il y en a 10 et chacun mérite une clarification. À partir du moment où les équipes n'ont plus été ensemble, eh bien, automatiquement, ces 10 points de cohérence se trouvent comme embués ou recouverts d'une poussière qui est liée à l'absence de quotidien ensemble physique. Force est de constater aussi, c'est que même si on est en présence les uns des autres, eh bien, ces 10 points ne donnent pas toujours lieu à une clarification suffisante pour que l'équipe puisse effectivement fonctionner au mieux en termes de cohérence. En tout cas, il y a aussi quelque chose qui est très important à ne pas perdre de vue, c'est qu'une équipe, ça a toujours une vie limitée dans le temps. À partir du moment où ça a une vie limitée, eh bien, sa constitution et sa dissolution doivent faire l'objet d'une attention particulière. Et notamment, un point qui n'est pas du tout développé dans l'entreprise, c'est la façon dont les gens se séparent. Ou lorsqu'un projet est terminé, il est très fréquent que la célébration de la fin de projet soit un processus qui soit ni plus ni moins mis de côté parce que pas perçu comme étant vital d'une certaine manière. Les équipes ou même les responsables d'équipe disent bon bah ils ont fait leur boulot quoi, donc c'est normal, on n'a pas besoin de fêter le succès ou de fêter la fin d'un projet. Or ce qu'on constate c'est qu'à partir du moment où les projets qui sont terminés ne sont pas fêtés, eh bien les deuils ne peuvent pas être correctement faits. Le deuil étant un processus par lequel chacun passe émotionnellement pour recréer finalement une surface vierge de réattachement. Et donc, il est essentiel d'enseigner aussi dans les équipes les tenants et les aboutissants, ou au moins quelques rudiments des processus de deuil à mettre en place lorsque une équipe fait l'objet d'une dissolution ou d'une réorganisation. Alors, revenons maintenant à ce que j'ai évoqué dans l'introduction, à savoir la façon dont on considère un homme. C'est ce que le terme anthropologie recouvre, c'est-à-dire lorsque l'on parle d'une anthropologie, c'est la conception qu'on a de l'homme. Et à partir du moment où les êtres humains se sont regroupés pour commencer à travailler ensemble, très rapidement, on s'est rendu compte que on attendait de l'être humain ou du collaborateur un certain nombre de comportements clés qui vont être considérés comme les bons comportements et un certain nombre de théoriciens, de philosophes, de spécialistes du travail ont commencé à réfléchir justement sur une anthropologie
managériale ou une anthropologie qui traite du collaborateur pris dans sa réalité professionnelle avec l'idée de comment nous pouvons concevoir un homme qui va devenir un petit peu le manager de lui-même pour atteindre les bons comportements ou ceux qui sont valorisés par l'entreprise. Donc, dès lors qu'on cherche à faire atteindre aux collaborateurs une identité cible, nous sommes obligés d'avoir une conception de l'être humain. C'est extrêmement important à comprendre parce que sans anthropologie managériale, on peut faire n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est créer ou mettre en place des processus qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres, si bien que ça crée des dysfonctionnements par manque de réflexion anthropologique. Alors, ce soir, j'ai pris la décision de vous présenter rapidement l'anthropologie pensée par William Schutz. Donc, c'est un homme qui est mort en 2003 et qui a beaucoup réfléchi dans la deuxième partie du XXe siècle, à partir des années 50, sur justement ce que c'était qu'un être humain et qu'est-ce qui faisait qu'un être humain était en bonne forme et se sentait heureux dans la vie. Il a écrit notamment un livre qui est absolument remarquable, qui s'appelle Joie, qui vient d'ailleurs de faire l'objet d'une nouvelle traduction. Donc, je vous recommande vraiment ce livre, Joie, de William Schutz, en disant finalement, nous sommes tous des êtres humains appelés à être en joie, à vivre en joie. Et il a considéré 2 ou 3 points clés justement pour permettre à l'homme d'être en joie, c'est-à-dire d'être bien dans ses pompes, si je puis me permettre cette expression. Et il a dit finalement, ce qui va être très très important pour qu'un homme soit heureux, c'est qu'il s'autodétermine. S'autodéterminer, l'autodétermination va être un point clé. Un deuxième point clé, ça va être un être qui peut être en vérité par rapport à lui-même. En tout état de cause, il dit à la fois nos comportements, ce que nous ressentons et la conscience que nous avons de nous-mêmes, ces différentes réalités, donc à la fois la notion de comportement, la notion de ressenti et la notion de soi, ces trois couches, d'une certaine manière, interagissent les unes avec les autres. Et William Schutz dit finalement, une personne va se sentir bien si elle adopte les comportements et les ressentis qui lui conviennent. Et du coup, on s'aperçoit qu'il regarde l'être humain au travers de ces trois couches et deux clés de travail avec la personne. Donc, l'être humain est un être qui peut toujours choisir et qui a intérêt à s'autodéterminer, c'est-à-dire se déterminer pour lui-même d'agir, de penser, de ressentir de telle ou telle manière. Will Schutz va très loin dans ce concept de choix puisqu'il dit nous choisissons bien sûr nos comportements, mais nous choisissons aussi nos ressentis. Nous choisissons notre spontanéité, nous choisissons notre corps, nous choisissons même nos maladies. Ce qui est très osé comme formulation. Il n'affirme pas que c'est vrai, mais il affirme que c'est un moyen de réfléchir à la façon dont on se positionne en termes de choix. Et puis le deuxième concept très important, c'est la notion de vérité. Être en vérité, dit-il, c'est pouvoir être conscient de ce qui nous anime et de pouvoir l'exprimer. Et bien sûr, il dit, ce que nous allons exprimer dépend bien évidemment de la conscience que nous avons de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça va être clé justement pour le manager et pour tout responsable d'une équipe de créer les conditions pour que les personnes puissent devenir conscientes de ce qui les habite et puissent faire le choix soit de l'exprimer, soit de le retenir, soit même de le déformer éventuellement. Deux aspects donc importants en matière d'authenticité et de vérité, ce qu'on va pouvoir appeler le niveau d'ouverture, c'est-à-dire est-ce que je dévoile ce qui m'anime, et bien sûr une deuxième notion très importante, c'est ce qu'il a appelé les mécanismes de défense, qui sont eux-mêmes plus ou moins conscients, mais qui ont tous une finalité, c'est de nous permettre d'éviter d'être conscients de ce qui nous anime. Donc, très rapidement, avec ce panorama, j'allais dire anthropologique, eh bien, nous allons pouvoir décliner ça autour, dit-il, de trois grandes dimensions. La dimension d'inclusion, la dimension de contrôle et la dimension d'ouverture. Will Schutz souligne le fait que nos ressentis, nos comportements et notre rapport à la conscience que nous avons de nous-mêmes vont se décliner dans ces trois dimensions d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. L'enjeu pour l'inclusion, c'est de savoir si je veux être
en contact ou à l'intérieur, ou si je préfère ne pas être en contact et être dehors. Donc, par exemple, être en contact avec moi-même et avec le groupe et être à l'intérieur du groupe ou au contraire à l'extérieur. Il y a deux grands axes, je dirais, sur ces trois dimensions d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. C'est ces trois dimensions par rapport à nous-mêmes et aussi par rapport à l'autre. Alors, regardons un peu ce que contient cette inclusion. Les deux questions qu'on pourrait résumer autour de l'inclusion, c'est est-ce que j'ai envie d'être en contact avec moi-même? Est-ce que j'ai envie d'être en contact avec le groupe? Est-ce que je veux que le groupe vienne me chercher quand j'arrive dans un groupe? Ou est-ce qu'au contraire, je préfère qu'il me laisse tranquille? Et du coup, la deuxième question, qui est une déclinaison assez logique, c'est qu'y a-t-il dans le groupe? Et quels sont les contours? Et donc, vous retrouvez ici ce que je mettais en premier point en termes d'analyse transactionnelle, c'est la notion de frontière. C'est-à-dire quelles sont les frontières du groupe. Deuxième aspect, c'est qu'à partir du moment où effectivement je suis dans une préférence inclusive, c'est-à-dire d'être en contact avec moi-même et avec le groupe, eh bien, la question du ressenti associé, celui que je ressens par rapport à moi et par rapport aux autres, c'est la dimension d'importance. Est-ce que je me sens important pour moi-même? Est-ce que je me sens important dans le regard des autres? Et est-ce que les autres sont importants pour moi? Et si j'ai une préférence de ne pas me sentir important dans le regard des autres, eh bien, cette préférence va être de, même si moi je me sens important, je ne veux pas que les autres me sentent important. Et à contrario, on peut très bien vivre très mal le fait d'être dans un groupe et d'avoir le sentiment que nous sommes juste un pion et que nous ne sommes pas suffisamment considérés. Dès lors que je ressens vis-à-vis de moi-même cette importance, eh bien, le résultat opérationnel, si vous voulez, c'est que chacun va se sentir extrêmement vivant. Donc, tout de suite, pour faire un pont avec l'équipe, c'est qu'à partir du moment où l'équipe cherche à mobiliser les gens, il a tout à fait intérêt, ce responsable, à mettre en place des processus d'inclusion pour que chacun puisse faire le choix d'être en contact ou pas avec le groupe ou avec lui-même, qu'il puisse se sentir important et qu'il puisse sentir aussi les autres importants. Si le manager ne met pas en place les bons processus, eh bien, il va se retrouver avec deux problèmes majeurs, deux problèmes qui sont ni plus ni moins que des peurs. Ça va générer chez les gens la peur de ne pas être reconnu, autrement dit la peur d'être ignoré dans le groupe, et par rapport à soi, ça va générer aussi une peur de prendre des risques d'être. Lorsque vous êtes en équipe et que vous avez des collaborateurs qui ont peur de ne pas être reconnus et simultanément qui ont peur de prendre le risque d'être, il est assez normal d'imaginer que le résultat va pas être tip-top au niveau de la coopération. Pour ce qui relève du contrôle, deux points ici sont à mettre en lumière. C'est quel est le besoin de structure des gens? Est-ce qu'ils veulent être très structurés, qu'on leur dise ce qu'il faut qu'ils fassent, ou est-ce qu'ils préfèrent être complètement libres, avoir, j'allais dire, une tâche générique, et puis ils se débrouillent pour l'organisation. Donc, cette question de structure va être absolument clé dans la constitution d'un groupe. Et puis le deuxième aspect, c'est finalement comment est-ce que j'ai envie de contribuer? Est-ce que je veux avoir du pouvoir et de l'influence? Ou au contraire, est-ce que je veux me sentir influencé par les gens? Encore une fois, chez Schutz, il n'y a pas de bon comportement ou de bon ressenti. La question, c'est de savoir quelle est la préférence qu'a chacun pour que justement il puisse se développer en conscience de sa préférence et puisse orienter finalement son développement dans ce sens-là. Derrière la notion de contrôle, en termes de comportement avec le besoin de structure et le désir d'influencer, il y a un ressenti. Le ressenti par rapport aux autres, c'est le concept clé de la compétence. Est-ce que je me sens compétent dans le regard des autres et est-ce que je sens les autres compétents lorsque je travaille avec eux? Est-ce que j'aime travailler avec des gens que je considère compétents ou est-ce que je préfère travailler avec des gens que je considère n'étant pas compétents? Là encore, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a qu'une préférence. En termes de ressenti, à partir du moment où vous vous sentez compétent par rapport à vous-même et compétent par rapport à l'autre, eh bien, le résultat opérationnel qui découle, c'est que la personne va pouvoir faire face, qu'elle se sent capable d'une réponse, autrement dit qu'elle est responsable. Et
la response able, en anglais, c'est vraiment être capable d'une réponse. Souvent responsable en français à l'acception de accountable, c'est-à-dire vous êtes coupable s'il y a un problème. Autrement dit, ici, il s'agit bien de la responsibility et non pas de la accountability qui est mis en lumière par Will Schutz. Si nous ne mettons pas en place les bons processus de contrôle et d'influence dans une équipe, qu'est-ce qui risque d'arriver? Eh bien, les personnes vont générer une peur d'être humiliées dans les relations et une peur par rapport à soi de prendre des risques de faire. Alors, quand vous cumulez le risque d'être ignoré, la peur d'être ignoré, la peur de prendre des risques, la peur d'être humilié et la peur finalement de faire, vous voyez que là encore, la contribution ou la coopération ne va pas être au top de sa forme. En matière d'ouverture, 2 points. Le premier point que j'ai mis en deuxième ici, c'est finalement qu'est-ce que je vais révéler de mon niveau d'authenticité, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais révéler à l'autre et à moi-même de ce dont j'ai conscience. Est-ce que je décide d'être transparent, c'est-à-dire d'exprimer tout ce que je ressens, ou au contraire, est-ce que je vais être dans la rétention? Éventuellement, je peux être dans la distorsion et on va parler plus ou moins de sincérité. Donc, ce premier point de niveau d'authenticité se caractérise sous la dimension d'ouverture. Et puis la deuxième chose, c'est à partir du moment effectivement où nous avons pris conscience du niveau d'authenticité que nous souhaitons avoir, eh bien toute la question de la proximité et de la confiance avec soi-même et avec les autres va être en jeu. Si les processus d'ouverture ne sont pas bien proposés, en fait, ce qui risque d'être généré, c'est la peur. Autant pour moi, j'ai été un peu trop vite. Le ressenti qui est associé à l'ouverture, c'est la notion d'amabilité. Est-ce que je me sens digne d'être aimé, aimable et aimé? Ça, c'est le ressenti que je peux avoir vis-à-vis des autres. Et est-ce que je ressens les autres comme des gens aimables et aimés? Et puis, en termes de ressenti par rapport à soi, eh bien, c'est la capacité de s'accepter tel que l'on est et de développer une conscience aiguë des enjeux qui se jouent. À partir du moment où nous combinons donc les comportements et les ressentis, eh bien, nous pouvons éviter les deux peurs, soit par rapport à l'autre, soit par rapport à soi, qui sont générées si les processus d'ouverture ne sont pas bien mis en place. Donc, la peur par rapport à l'autre, c'est la peur d'être rejeté, et la peur par rapport à soi, c'est la peur de prendre le risque d'aimer. Autrement dit, si vous combinez la peur d'être ignoré, la peur d'être humilié et la peur d'être rejeté, il est clair que votre équipe ne va pas bien fonctionner du tout. Et donc, l'enjeu clé de la conscience de ces différentes dimensions va amener le responsable d'équipe et chaque membre de l'équipe de mettre en place un dialogue particulier. Et donc, je voudrais aborder maintenant les aspects à prendre en compte. D'abord, la parole. Ce qui est très important pour générer dans l'équipe une dynamique de coopération, c'est de permettre à chacun de se dire à soi-même. Et donc la première dimension, c'est est-ce qu'il est prévu, par exemple, dans les réunions, des espaces où nous pouvons avoir une réflexion individuelle alors que nous sommes ensemble pour rester en silence. Il ne s'agit pas de faire de la mindfulness ou de retirer ses chaussures pour être zen. C'est pas du tout ça. C'est est-ce que même alors que je travaille et dans les réunions collectives, est-ce que la culture me permet effectivement de prendre un temps de réflexion et d'introspection sur ce qui m'habite à un moment donné. Deuxième dimension, est-ce que dans l'équipe, il y a des processus d'échange de paroles? C'est-à-dire, une fois que j'ai pu me dire à moi-même quelque chose, est-ce que j'ai l'espace pour le dire à l'autre? Et donc, dire à l'autre qui m'écoute est vraiment un processus qui est absolument essentiel dans la parole. Et le troisième point qui va être aussi essentiel, c'est que alors que j'ai commencé par réfléchir sur moi-même, que j'ai dit à l'autre ce qui m'habite, est-ce que je peux m'entendre dire par l'autre une parole qui va être un feedback ou un feed-forward, autrement dit, une restitution de ce que la personne aura pensé, ressenti et eu envie de faire en m'écoutant. Donc, très, très souvent, dans l'équipe, ces trois dimensions concernant la parole sont cumulées ou se chevauchent, mais ne sont pas
ces dimensions ne sont pas mises dans une dynamique progressive de se dire à soi-même, de dire à l'autre et de s'entendre dire. Ce qui est très dommage parce que finalement, on arrive avec des informations qui sont extrêmement tronquées et avec beaucoup plus de non-dits que d'explicitation. Et comme disait l'autre, le bruit, ou plutôt le silence, fait un bruit épouvantable. Autrement dit, tout ce qui est non dit risque de générer beaucoup plus de bruit ou je dirais, de processus relationnels pas équilibrés qui vont considérablement ralentir le travail de l'équipe. Alors, à partir du moment où nous avons réfléchi à d'abord ces trois ressentis, de l'importance de la compétence et de l'amabilité, et des trois dimensions systémiques du dialogue, me dire à moi-même, dire à l'autre et m'entendre dire, eh bien, l'idée, c'est que chaque collaborateur puisse remplir cette matrice à 9 cases. C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver, par exemple, 3 raisons pour lesquelles je me trouve important, ou compétent, ou aimable? Est-ce que je suis prêt à dire une, deux ou trois raisons à l'autre qui prouvent que je suis important, compétent, aimable? Et est-ce que j'ai fait l'expérience de ce que l'autre m'a dit qu'il me trouvait important, compétent, aimable? En fait, dès lors que vous mettez en place les espaces pour créer ce dialogue autour de ces points clés, à la fois en termes d'importance, de compétence, d'amabilité et de dimension systémique du dialogue, eh bien, vous allez générer finalement ce qu'on pourrait appeler une alliance des princes entre les différents collaborateurs. Mais à contrario, si vous ne le faites pas, eh bien, ce qui va générer, c'est d'une certaine manière le développement du crapaud, c'est-à-dire une, comment dirais-je, une instance psychique qui récupère toutes les croyances limitantes et qui se cristallise et qui vont faire qu'à un moment donné, on va générer dans la relation une communication qui est fondée sur des données erronées, sur des croyances qui sont limitantes, voire des croyances pathogènes. Et donc, typiquement, ce qui va être toujours très important au moment où on se retrouve, c'est de pouvoir dire à soi-même, à l'autre, et que l'autre me dise en quoi je suis important et il est important pour moi, il est compétent et je suis compétent, il est aimable et je suis aimable. Et donc, finalement, tous ces processus-là ne sont, la plupart du temps, pas du tout mis en œuvre en entreprise, si bien qu'on s'étonne qu'il y ait un certain nombre de problèmes qui émergent et qui ne peuvent pas être résolus. Alors, autre aspect qui est à prendre en compte, c'est ce que j'ai appelé la maison des collaborateurs et du manager. En fait, l'espace de travail dans l'entreprise est un espace qui vise à mettre en œuvre un projet collectif autour d'objectifs qui sont partagés et qui sont le point même de regroupement des personnes. Et une fois qu'on a un projet, même si le projet est suffisamment explicite, il va falloir faire porter le toit de la maison, ici le projet, par deux murs qui sont des murs en béton armé. Le premier, c'est quelles sont les règles du jeu de notre travail, et le deuxième, c'est comment est-ce que je vais pouvoir contribuer. Donc, lorsque nous avons un projet et que nous faisons porter ce projet autour de la notion de règles du jeu et de contribution, en fait, l'espace de travail, l'espace de l'équipe devient un lieu de confiance et un lieu d'expérimentation du droit à l'erreur, du droit à la valorisation et du droit au pilotage. Très souvent en coaching, j'expose au manager ce tout petit dessin qui est extrêmement simple et ensemble, nous balayons, si vous voulez, les 10 points de cohérence, mais aussi la notion des règles du jeu, la notion de la façon dont les personnes contribuent, la façon dont lui-même, en tant que responsable, valorise la contribution des uns et des autres. Est-ce qu'il s'autorise à lui-même de commettre des erreurs et est-ce qu'il autorise aux autres le fait de commettre des erreurs? Et est-ce qu'il sait partager la notion de pouvoir ou à minima la notion de pilotage. Ce point-là, c'est très simple comme dessin, mais ça donne finalement une architecture pour permettre aux personnes de prendre conscience ce qui éventuellement dysfonctionne en termes de cohérence dans l'équipe. Et je vais maintenant vous proposer, pour finir cet apport rapidement, puisqu'il me reste une toute petite dizaine de minutes, vous donner quelques exemples de processus qu'on peut mettre en place lorsqu'on regarde les trois dimensions d'inclusion, de contrôle et d'ouverture, autrement dit,
le fameux ICO de Will Schutz, qui va générer d'une certaine manière le ICA, c'est-à-dire un sentiment d'importance, un sentiment de compétence et un sentiment d'amabilité. Lorsque vous réussissez au sein de l'équipe qui se retrouve régulièrement ces trois sentiments d'importance, de compétence et d'amabilité, vous savez que même si vous n'en avez pas conscience, vous avez mis en place les processus d'inclusion, de contrôle et d'ouverture qui sont adéquats. Alors, vous donnez quelques exemples que vous connaissez pratiquement tous, j'imagine, mais on va les regrouper sous la terminologie d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. Le premier, les processus d'inclusion selon un set de questions. Et qu'est-ce que c'est que le set de questions? Typiquement, alors qu'on reprend, par exemple, après la césure de l'été, première réunion de l'équipe, alors qu'est-ce qu'on va se partager? Est-ce qu'on peut se poser la question du style, est-ce que vous vous êtes bien amusé? Est-ce que vous êtes reposé? Ou encore, pour cette nouvelle année scolaire qui démarre, pour vous, votre enjeu, ce serait quoi? Et vis-à-vis de l'équipe, quel serait comment dirais-je, quel serait ce que vous attendez. Vous voyez, on peut fabriquer un set de questions qui va créer un sentiment très inclusif où chacun développera l'impression qu'il est important et que sa parole a du poids. Alors, ce que je vous propose comme exercice maintenant, c'est de faire ce que Will Schutz a appelé la préférence d'atmosphère d'une équipe. On va créer ce petit test avec Frédéric. Quand on veut calculer la préférence d'une équipe, on va prendre les trois axes ou les trois dimensions d'inclusion, de contrôle et d'ouverture et on va amener chacun à se positionner sur une échelle de 0 à 9. Ce qui est intéressant, c'est que Will Schutz considère, il est statisticien, hein, il a fait des études de statistiques avant de s'intéresser énormément à la psychologie. En tant que statisticien, il dit, si vous donnez une échelle de 1 à 10, finalement, les gens peuvent ne pas se mouiller en mettant 5, par exemple. 5, ça fait ni pour ni contre, bien au contraire, ou moite-moite. L'idée, c'est de prendre de 0 à 9 pour que quand on positionne à 4, on est en dessous de la moitié, et quand on se positionne à 5, on est au-dessus de la moitié. Et donc, quelle est votre préférence d'atmosphère en matière d'inclusion? Revient à se poser la question, lorsque je travaille ou lorsque je rentre dans un groupe, est-ce que j'ai une préférence de contact avec les autres ou pas? Est-ce que quand je travaille dans une équipe, moins il y a de réunions, mieux je me porte, ou à contrario, plus il y a de réunions et plus d'espace où nous allons pouvoir finalement dialoguer sur tout et rien, et bien, voilà, quelle est votre préférence là-dedans? Alors 0, ça veut dire vous préférez qu'il n'y ait pas du tout de contact. Et 9, c'est vous préférez qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contact. Donc, l'idée de ce petit sondage, c'est vous vous positionnez à combien sur une échelle de 0 à 9? Sachant que comme nous sommes normalement un certain nombre, il y a 292 personnes qui se sont inscrites ce soir. Donc, du coup, quelle est la moyenne? Je fais une moyenne à partir des gens qui auront répondu. Ça, c'est la notion de préférence en termes d'inclusion. En termes de contrôle, la préférence d'atmosphère en termes de contrôle, c'est votre rapport à la structure. Est-ce que vous aimez que vous soyez dans votre vie professionnelle avec énormément de structures, avec beaucoup de procédures, ou au contraire, vous appréciez qu'il y ait beaucoup de souplesse, que finalement, il n'y ait pas vraiment de protocole de réunion, les réunions sont plus improvisées, on nous donne des grands objectifs, mais à chacun d'inventer le chemin pour les atteindre. Voilà, c'est toute la question de la structure. Moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt assez haut en termes d'inclusion, c'est-à-dire j'aime beaucoup le contact. Et en termes de structure, finalement, à la réflexion, je suis aussi assez haut jusqu'à ce que, même si on ne me donne pas de structure, moi-même, je vais m'en donner parce que je me rends compte que j'ai assez besoin de structure. Pour la troisième dimension, c'est-à-dire la dimension de l'ouverture, l'idée, c'est est-ce que je souhaite qu'il y ait une grande authenticité et un grand partage de ce que chacun a conscience intérieurement? Est-ce que vous êtes plutôt dans une ouverture ou plutôt dans une fermeture? Est-ce que vous voulez qu'il y ait beaucoup de partage, qu'il soit à la fois sur ce que vous ressentez, mais aussi ce que vous pensez, ou au contraire, vous préférez que
chacun reste à sa place, qu'on partage le moins possible. Voilà. Il est clair qu'il y a certains métiers qui exigent un très haut degré de contact et d'ouverture, alors que certains autres métiers n'exigent très peu de contact et assez peu d'ouverture. Et donc, la troisième question, c'est qu'est-ce que vous préférez en termes d'ouverture. Donc 0, c'est pas du tout d'ouverture, pas du tout de transparence, pas du tout d'expression de ce que vous ressentez, pensez et de vos désirs. A contrario, si vous vous mettez à 9, eh bien, ça veut dire que vous avez une très très forte préférence pour la transparence, les expressions des émotions, etc. Alors on pourrait dire, pour vous donner un exemple, c'est que les groupes de développement personnel sont généralement dans une logique de très très grande ouverture et éventuellement assez peu de structure et beaucoup de contacts. A contrario, lorsque vous êtes un ingénieur qui travaillait à la NASA ou quand vous travaillez dans un laboratoire pharmaceutique, c'est consubstantiel à la nature du travail. Il va y avoir énormément de structure. Hein, c'est obligé d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Lorsque vous travaillez à la CPAM ou à la CIPAV, là encore, les structures ou les procédures sont très, très, très élevées en nombre parce qu'il y a à suivre ça. Donc, 3 préférences, inclusion par rapport au contact, le contrôle par rapport à la structure et l'ouverture par rapport finalement à l'expression émotionnelle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tu peux parler un tout petit peu, Frédéric, parce que là, je ne suis pas en mesure, moi, de complètement lire ce que Alors, tu me donc, proposes. en fait, j'ai tout simplement proposé à tout le monde de prendre un petit instant pour répondre au sondage avec les 3 questions. C'est D'accord. pour chacun d'entre vous, quelle est votre préférence d'atmosphère, votre préférence en termes de contrôle, votre préférence en termes d'inclusion et d'ouverture, de sorte que dans quelques instants, quand on va clôturer le sondage, D'accord. Très et bien. on puisse avoir une photographie moyenne en imaginant que l'ensemble des participants, ça soit une équipe. On va voir un petit peu où sera comment positionner le curseur si on était les managers de cette immense équipe qui est digitale. D'accord. Alors, je vais continuer néanmoins, parce que pour finir, là, j'ai encore quelques points à montrer aussi. Autre processus d'inclusion, c'est ce que j'ai appelé le feedback groupal. Dans le paradigme de l'accompagnement individuel des managers et des dirigeants, le coach prend souvent le rôle de celui qui va donner un signe de reconnaissance et donner un feedback, voire un feed-forward à son interlocuteur. Mais ça, c'est dans une logique individuelle. Pour moi, ce qui est très, très important, c'est que petit à petit, le manager puisse donner un feedback groupal, soit qui porte sur ce que chacun a partagé ou sur l'identité de chacun. Soit encore sur les difficultés. Et en d'autres termes, le responsable d'une équipe, le manager d'une équipe ou le dirigeant a souvent besoin d'appréhender ce processus de feedback groupal que j'ai créé. Et d'ailleurs, je l'enseigne aux managers et aux dirigeants que j'accompagne, de telle sorte qu'ils puissent créer justement cet esprit d'équipe grâce à ce feedback groupal. Troisième processus, cette fois-ci un processus plus de contrôle, c'est tout ce qui va toucher la mise à plat des représentations. Dès lors que vous amenez les personnes à exprimer la représentation qu'elles se font d'une situation, eh bien, vous créez une conscience justement de type contrôle. Un autre point, c'est encore dans les processus de contrôle, tout ce qui va être cadrage de la mission ou ce que j'ai appelé les bouquets didactiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des métiers très techniques, eh bien, il est important que nous puissions partager les compétences en disant d'un point de vue didactique, voilà ce que c'est ça, voilà comment on s'empare de cette compétence, voilà ce qu'il convient de faire. C'est ce que j'ai appelé les bouquets didactiques. Et puis, un processus de contrôle aussi, c'est la clarification des 10 points de cohérence que j'ai mis en lumière tout à l'heure. Le point suivant, en termes de processus d'ouverture, c'est la métacommunication. On avait vu dans un webinaire précédent que dès lors qu'on métacommunique, on va parler de 2 choses, parler de la façon dont on communique les uns avec les autres, ça c'est le premier point, mais la deuxième chose, c'est ce que l'on ressent à l'occasion de telle ou telle communication. Et donc ici, dans les processus d'ouverture, on a effectivement la métacommunication comme un
un fleuron, si je puis dire, de processus d'ouverture. Un autre, c'est tout ce qui va toucher la régulation relationnelle. Là, je ne vais pas réexpliquer ce que nous avions vu dans un précédent webinaire. Si vous souhaitez, vous pouvez le revisionner puisqu'il est en replay. Et donc, tous les processus de régulation relationnelle vont rentrer plutôt dans le cadre de la dimension d'ouverture, puisque chacun va pouvoir à un moment donné exprimer ce qu'il ressent pour créer un consensus, si je puis dire, à la fois de travail et de ressenti. Et donc, on peut en imaginer plus. Vous voyez, là, c'était juste pour vous montrer quelques exemples pour les catégoriser, si je puis dire, les différents processus selon l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. J'arrive maintenant à la conclusion. J'avais déjà dit lors d'un précédent séminaire que un point qui va être absolument clé dans l'équipe, c'est de retrouver de la confiance et retrouver des intuitus personnels qui sont forcément relativement distendus à l'occasion du confinement. Et donc, on voit bien qu'il y a 4 points à prendre en considération, ce qui est dit, ce qui est fait, mais aussi ce qui est ressenti et ce qui est pensé. À partir du moment où les personnes dans une équipe ressentent la cohérence entre ces différents points, ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est ressenti et ce qui est pensé, eh bien, automatiquement, la confiance à long terme va se maintenir. Et donc, c'est sur la base de l'intégrité et en focalisant l'attention des acteurs sur la mise en œuvre des résultats que nous allons pouvoir effectivement avoir ce qu'on pourrait appeler une confiance intégrée et une confiance appliquée aux objectifs que nous nous fixons dans l'équipe. Je voudrais finir juste pour vous donner une vue macro de l'accompagnement d'équipe. Très souvent, lorsque on accompagne une équipe, le responsable d'équipe a une demande qui concerne tel ou tel sujet et souvent, le responsable se considère comme étant un membre extérieur à la problématique. Autrement dit, c'est comme si il ne faisait pas partie de l'équipe ou il ne faisait pas partie de la problématique qui se pose. En fait, ce qui est demandé, c'est que, implicitement, c'est que l'équipe devienne autonome et que, et ça c'est nous qui le rajoutons en tant que coach professionnel, c'est que le responsable d'équipe ne se considère plus comme étant extérieur au système, mais véritablement intérieur au système. Et donc, l'enjeu, c'est de passer un contrat relationnel avec le responsable d'équipe et nous allons mettre en place cet accompagnement d'équipe qui vise à raffermir la culture d'une équipe pour être plus efficace. En fait, pourquoi j'ai mis véloce entre parenthèses, c'est tout simplement parce que la culture, lorsqu'une culture d'équipe est partagée, eh bien, ça permet à l'équipe d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, elle est plus véloce. Et il se trouve que véloce est un acronyme que je propose pour se souvenir des 6 points essentiels sur lesquels la culture d'une équipe repose. Le V veut dire valeur, c'est-à-dire quelles sont les valeurs partagées de l'équipe. Le E, c'est finalement quelles sont les expériences. Est-ce que nous avons des expériences complémentaires et des expériences partagées? Le L est l'initiale du mot langage. Autrement dit, est-ce que nous pouvons développer un langage commun qui va être propre à l'équipe et qui va être constitutif de notre culture? Est-ce que nous avons des objectifs partagés et individualisés? Est-ce que nous avons finalement une conscience de la contribution que je peux avoir lorsque moi j'atteins mon objectif personnel, la contribution par rapport à l'objectif collectif? Le C, faisant référence à la notion de compétences partagées et donc aussi de complémentarité des rôles. Et enfin, le E, est-ce que nous sommes capables de créer des échanges conviviaux entre nous? Dès lors que vous accompagnez une équipe ou qu'une équipe veut refaire équipe à l'occasion du déconfinement, eh bien, il doit peu ou prou aborder ces 6 points: les valeurs, les expériences, le langage, les objectifs, les compétences et les complémentarités de rôle et les échanges conviviaux. Et donc, nous allons finalement travailler sur la cohérence, justement sur ces 10 points de cohérence, sur la complémentarité des rôles et d'une façon générale, nous partirons de là où en est l'équipe. Donc, nous avons, en tant qu'accompagnant professionnel, à être conscient des stades de développement d'équipe. Quand je dis accompagnant professionnel, il se trouve que le responsable est un accompagnant professionnel. Donc, très souvent, moi, je constate que les managers et les dirigeants n'ont
pas de représentation de ce que sont les stades de développement d'une équipe. Donc, d'une certaine manière, c'est important qu'ils puissent effectivement travailler sur ça. Et puis, la deuxième dimension de travail, c'est le travail de cohésion avec la préférence d'atmosphère que nous venons de calculer pour nous. On va voir ce que ça donne. Les notions d'inclusion, de contrôle et d'ouverture et des processus associés. Je n'ai pas parlé de l'ajustement d'imago de groupe, mais peu importe, c'est un autre sujet. Et enfin, le continuum de régulation des relations que nous avions vu dans un précédent webinaire. En tout état de cause, dès lors qu'on travaille sur la cohérence de fonctionnement, on est plutôt sur une intervention sur la dimension du groupe de travail, pour reprendre les points théoriques de Bion, ou si nous travaillons sur la cohésion, nous travaillons plus sur le groupe de base. Voilà, j'en ai terminé sur les points essentiels à prendre dans sa besace lorsque nous nous retrouvons en équipe, soit en tant que responsable d'équipe, soit en tant que manager dirigeant, soit encore en tant que coach professionnel, c'est-à-dire professionnel de l'accompagnement qui vise à créer de la coopération. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques infos, Fred ? Alors, le sondage de la préférence d'atmosphère auquel les 2 tiers d'entre vous ont répondu montre que le point le plus important est au niveau de 7 en termes d'inclusion. 7 sur 7, qui va jusqu'à 9. En termes de contrôle, on est à 6. Donc, on a des gens qui aiment bien avoir de la structure, mais quand même un espace de liberté. Et de 8 sur l'ouverture. De 8 sur l'ouverture. 8 sur l'ouverture, d'accord. Ok, ce qui est énorme. Donc, j'aurais tendance à dire quelques petits commentaires. Le webinaire n'est pas votre tasse de thé. Pourquoi? Parce que quand on a un désir d'inclusion à 7 sur 9, ça fait plus de 2 tiers. Si vous voulez, le contact humain, les échanges spontanés, etc., correspondent à quelque chose que vous chérissez, et ce qui est totalement impossible dans un webinaire avec plusieurs dizaines de personnes. Donc, le webinaire n'est pas votre tasse de thé. La deuxième chose, la question de structure, la 6, ça fait 2 tiers sur 9. Hein. Donc, ça veut dire que finalement, si nous restons dans le cadre de ce webinaire, le fait de faire 3/4 d'heure d'apport, finalement, c'est assez utile. Mais s'il y a 8 en termes d'ouverture, là, effectivement, vous avez envie d'échanger par le chat, à poser des questions, ou aussi à dire si vous aimez pas, etc. Voilà ce qu'on peut dire très, très rapidement. Hein. C'est vraiment très lapidaire ce que je dis, mais c'est l'idée. Et en tout cas, sachez que le calcul de la préférence d'atmosphère, moi, je le fais systématiquement avec les nouvelles équipes. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je connais cette préférence d'atmosphère, je sais quels sont les processus que je dois vraiment chiader et ceux que je dois mettre un peu en veilleuse. C'est-à-dire que s'il y a un groupe qui veut beaucoup de structure, je vais éventuellement faire des apports, leur donner beaucoup de consignes. Si je veux qu'il y ait beaucoup, s'ils veulent beaucoup de contacts, je vais créer des exercices d'expérimentation où je leur donnerai finalement l'occasion d'échanger à 2, à 3, en demi-groupe, en grand groupe. Si j'ai effectivement un groupe qui veut être très peu dans l'ouverture, je ne mettrai pas en place beaucoup d'espace de métacommunication où j'irai mollo, quoi. Je verrai bien sûr, la métacommunication est absolument indispensable pour créer cohérence et cohésion d'équipe, mais je mettrai pédale douce sur cette dimension. Or, dans beaucoup de formations au coaching professionnel, on valorise à fond l'ouverture en méconnaissant de façon éventuellement dommageable la préférence d'atmosphère du groupe. Donc, je vous invite, si vous êtes coach professionnel, à toujours proposer cette préférence d'atmosphère de telle sorte que vous ne fassiez pas d'impair par méconnaissance tout simplement, et par conviction, hein, parce que souvent les coachs ont la conviction que c'est vraiment super de pouvoir échanger, d'être ouvert, d'être dans la transparence, etc. Puisque la psychologie humaniste vise quand même l'union paroxystique émotionnelle, et que de temps en temps, il est bon aussi de savoir mettre un peu en sourdine les émotions, enfin toujours c'est toujours à juger, hein, c'est vous qui jugez quand vous accompagnez ou quand vous êtes manager ou dirigeant, le bon niveau à adopter en termes d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. Voilà, j'ai terminé. On peut peut-être passer aux questions maintenant. J'étais un peu plus long que les dernières fois, mais voilà, je suis tout à l'écoute. Igor, je te passe la main. Alors, je vais prendre, c'est moi qui vais gérer les questions puisque Igor a dû s'absenter un moment. Alors, on a une question de Isa qui demande quel est le lien avec les positions de vie de Eric Berne.
Alors, je peux d'ores et déjà imaginer, parce que on peut imaginer quel est le lien, par exemple, entre les positions de vie et les processus d'inclusion, de contrôle et d'ouverture qu'il faut mettre en place. Alors, je dirais que ce sont deux notions qu'il serait dangereux de vouloir relier systématiquement. On peut être dans n'importe quelle position de vie et avoir des préférences d'atmosphère qui sont complètement différentes. En tout état de cause, ce que dit Berne et ce que, à la suite euh, aussi et ce que T.B. Keller a dit à la suite de Berne, c'est que nous passons à peu près 80% de notre temps dans des positions de vie qui ne sont pas plus. Hein. L'histoire des positions de vie, pour faire simple, c'est la relation que j'entretiens avec moi-même et la relation que j'entretiens avec l'autre. Donc, il y a 4 positions de vie très simples. Moins plus, le premier moins disant moi, je ne suis pas du tout OK, je ne vais pas bien, je vaux rien. Et toi, tu sais très bien faire, donc toi tu sais et moi je ne sais pas. Ça c'est la position de vie moins plus. La deuxième position de vie dans l'ordre croissant, c'est la position moins moins, c'est-à-dire moi je n'ai toujours pas d'estime vis-à-vis de moi-même, mais je constate que l'autre que j'imaginais être absolument génial n'est pas si génial que ça, donc moi je suis un con, mais toi tu es encore un super con. Donc c'est la position de vie moins moins. La troisième position de vie, c'est la position de vie plus moins, c'est-à-dire c'est une position de vie dominante où moi ça va, je connais bien mon métier, bon, toi, tu as encore des progrès à faire. Et la dernière position de vie, c'est plus plus. Ce que affirme aussi bien T.B. Keller que Eric Berne, c'est que nous passons 80% de notre temps dans des positions de vie qui ne sont pas fondées sur la coopération, c'est-à-dire sur la position de vie plus plus. Donc on est soit dans le moins plus, soit dans le moins moins, soit dans le plus moins. Et pour ceux qui connaissent les drivers, hein, qui sont finalement des messages contraignants que nous mettons en action dans notre tête dès lors que nous nous sentons stressés, eh bien, les drivers sont l'expression, si vous voulez, de positions de vie qui ne sont pas de l'ordre du plus-plus. À partir du moment, et c'est là que le lien peut être fait à mon avis, à partir du moment où nous considérons que Will Schutz vise à créer de la coopération dans les équipes, de la joie, de l'autodétermination, autrement dit de la position plus plus, on pourrait dire que mettre en place une croissance autour des processus d'inclusion, de contrôle et d'ouverture vont naturellement générer une flexibilité personnelle et une flexibilité collective dans l'équipe qui va amener l'équipe à une position plus plus. Et ce qui est très très intéressant, c'est que le processus de passer de moins plus, moins moins, plus moins à plus plus est un processus qui peut se passer dans la durée et qui peut se passer en l'espace de quelques secondes ou en l'espace d'une heure ou en l'espace d'un an ou de 10 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que le responsable d'une équipe, le manager, le dirigeant, le coach professionnel, la maman, le papa a une responsabilité d'accompagner l'autre jusqu'à cette position de vie plus plus. Et finalement, l'accompagnement de vie de la position de vie jusqu'à plus plus est mis en œuvre par Will Schutz, par les 3 dimensions d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. Voilà le lien que je peux faire a priori de ce que j'ai compris de la question. Okay. Question d'Evelyne, comment traiter un problème de tension ou de ressenti entre des équipes ayant vécu la crise du Covid dans des situations différentes? Par exemple, une personne qui est restée au front dans les ateliers et qui a pris des risques de son point de vue, et puis une personne qui a été en télétravail. Oui, alors, ce qu'il y a d'important, c'est que notre perception de nous-mêmes, de l'autre, de la situation est totalitaire, exclusive et non discutable a priori. C'est-à-dire que quand vous vous brûlez, eh ben, c'est vous qui souffrez. L'autre qui ne ressent pas votre brûlure peut comprendre ce que vous vivez, peut éventuellement ressentir par un phénomène de compassion qui est mis en œuvre par les neurones miroirs. Hein. Ce sont des neurones qui nous permettent de ressentir ce que l'autre ressent. Par un système extrêmement complexe dans le cerveau, en fait, il y a comme un antidote de nos neurones miroirs, de telle sorte que nous n'éprouvions pas la brûlure que l'autre ressent. Donc, on ressent un peu, mais pas autant que l'autre, bien que les neurones miroirs soient conçus pour qu'on ressente autant que l'autre. Fort heureusement, nous ne ressentons pas autant que l'autre. Donc, cette chose-là étant entendue, eh ben, ça va amener forcément des processus spécifiques qu'il faut mettre en œuvre, notamment les processus d'inclusion et d'ouverture, où chacun va pouvoir dire ce qu'il a vécu dans les faits,
ce qu'il a ressenti, ce dont il a pris conscience en termes de besoins. Et le simple fait de faire ça va permettre au collectif ayant entendu ça de changer sa perception alors même que sa perception est toujours exclusive et totalitaire. Et donc le premier temps, c'est pas d'abord de faire s'opposer les personnes, mais de créer des espaces d'inclusion et d'ouverture pour que chacun puisse dire ce qu'il a vécu. Or, lorsque nous disons ce que nous avons vécu, eh ben, souvent les managers, les dirigeants disent on bosse pas, on produit pas. Donc, on va laisser tomber, je dirais, ce processus, alors que c'est absolument essentiel. Et si nous ne le mettons pas en place, eh bien, nous allons générer en fait beaucoup d'obstacles pour l'efficacité du travail. Donc ici, le premier point avant de réguler, j'allais dire, les différends qui sont perçus, il faut d'abord que chacun ait le droit d'exprimer ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, les souffrances qu'il a eues, avec quelque chose qui est très important, c'est une absence de parole de l'autre, c'est-à-dire une écoute pure. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de dire sans que quelqu'un parle sur ma parole? Et très souvent, vous l'avez tous vécu en réunion, on passe son temps à rebondir sur la parole de l'autre. Et donc, il y a besoin de mettre en place des règles de restitution où on considère que nous n'avons pas le droit de parler à l'autre ou de sa propre parole. Ça, ce sera le premier temps. Ensuite, s'il y a un différent, le différent, il a toujours une objectivité et une subjectivité. La subjectivité va déjà être considérablement amoindrie par ce partage, mais il peut y avoir des éléments objectifs. Et donc, nous allons devoir rentrer dans d'autres processus, comme par exemple un processus de chaise chaude ou un processus d'échange de signes de reconnaissance. Enfin, tous ces éléments-là qui vont pouvoir être procédurés, si je puis dire, enfin, processorés, c'est-à-dire le coach, le manager, le dirigeant va devoir justement réfléchir au processus qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait un échange. Et puis ensuite, eh ben, il conviendra d'établir ce qu'on pourrait appeler des contrats relationnels de bon bah fort de ça, qu'est-ce que tu attends de moi? Or, ce qu'on constate, c'est que la simple expression de ce qui a été vécu par chacun est largement résolutoire. Pas à 100%, mais il y a facilement 50 à 60% de la pomme de discorde qui va fondre et on va se rendre compte par ce partage en termes d'inclusion et d'ouverture, eh ben on va constater que le différent va terriblement se diminuer. Et ça, il faut l'avoir vécu pour le croire. Hein. Et plus on est pressé, plus il est important de créer ces espaces de parole. Je me souviens d'une interview qui avait été faite d'une sœur, d'une religieuse qui travaillait avec Mère Teresa. Et elle disait, un jour je suis allé voir Mère Teresa parce que nous avions de plus en plus de personnes qui nous demandaient de l'aide au point que notre temps de méditation réduisait comme peau de chagrin. Et donc, elle était allée voir Mère Teresa en lui disant il faut qu'on se réorganise autrement parce qu'il y a trop de monde, etc. Et je n'ai même plus le temps de méditer. Alors, ma sœur, qu'est-ce que vous allez nous proposer en termes organisationnels? Bon, c'est pas exactement ça qu'elle a dit, mais c'est l'idée. Et Mère Teresa a dit vous allez multiplier par 2 votre temps de méditation. Autrement dit, la réponse de Mère Teresa, c'est je ne vais pas vous donner plus de temps pour résoudre les problèmes organisationnels ou les demandes. À contrario, je vais augmenter votre temps de méditation, c'est-à-dire un temps qui va vous permettre d'identifier ce qui est important et ce qui est essentiel. Donc, multipliez par 2 l'essentiel et vous verrez que l'important se traitera beaucoup mieux. Eh bien, j'applique ce propos-là ou la dynamique du propos aux équipes dans l'entreprise en disant plus nous avons des choses à faire et à résoudre, plus nous allons prendre du temps d'inclusion et d'ouverture, alors que très souvent la production relève d'un processus de contrôle. Et c'est très paradoxal, mais j'allais dire, je vais me cacher derrière Mère Teresa. Si Mère Teresa le dit, il y a peut-être on va faire crédit, hein, on va essayer de le mettre en œuvre et regarder ça. Alors comme ça fait 20 ans que je fais ce travail, je peux dire aujourd'hui que j'ai une base de données expérimentale qui me montre que dès lors que nous sacrifions les processus d'inclusion et d'ouverture sur le bûcher des processus de contrôle, eh bien, nous arrivons à des catastrophes. Donc,
Ne me croyez pas, expérimentez-le. Mais je pense que ce que disait Mère Teresa était vrai et l'application que j'en ai fait dans les équipes est très efficace. Merci Jérôme. Alors, je vais rebondir sur une remarque de Philippe. Il y a, à mon avis, un paradoxe entre l'inclusion et l'ouverture. Souvent, les questions posées en inclusion sont des questions qui demandent déjà de l'ouverture. Jérôme, comment gérer ce paradoxe? Ah oui, oui, c'est très, très intéressant. Et c'est pas tout à fait un paradoxe. Je dirais que c'est pas paradoxal, mais ça s'empile. C'est-à-dire que la dynamique de l'inclusion, c'est qui es-tu et qui je suis. Et donc, c'est la logique du contact. Et contact avec soi-même et contact avec l'autre. Si vous commencez un processus d'inclusion par une réflexion individuelle préalable, vous créez les conditions d'un contact avec soi-même. Or, tout le monde n'apprécie pas d'être en contact avec soi-même parce qu'il y a plein de choses qui vont remonter ou des choses que la personne essaye de mettre de côté. Ben non, à partir du moment où elle est seule avec elle-même pendant 5 minutes, elle va être en contact. Et du coup, à partir du moment où elle a été en contact, elle va prendre conscience d'un certain nombre de choses. Toute la question de l'ouverture, c'est est-ce que je dis ou est-ce que je dis pas? Est-ce que je tords ou distors ou est-ce que je distors pas? Est-ce que j'omets ou est-ce que je cache? Et donc la question de l'ouverture est un résultat de l'inclusion. Mais vous pouvez très bien dire dans un processus d'inclusion, ben voilà, je m'appelle Jérôme Curnier, ou vous donnez votre prénom, votre nom, j'ai 3 enfants qui font des études supérieures, j'habite Aix-les-Bains et ce que j'aime particulièrement, c'est le théâtre. Quand vous dites ça, vous êtes dans une logique de contact, mais le degré d'ouverture est très très faible. Maintenant, passons grâce à l'inclusion. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va ramollir notre intériorité dans le bon sens du terme. Ça va réchauffer notre intériorité et ça va créer, d'une certaine manière, les conditions de confidence. La notion d'ouverture, c'est ce qui relève de la confidence. Et donc, par exemple, un exercice que je fais faire à mes étudiants que je forme en, en coaching, et je le fais faire dès les 3 premiers jours du début de la formation qui dure 2 ans et demi, c'est-à-dire sur 50 jours. Dès le début, je place l'ouverture très haut et je leur dis, c'est un exercice que propose William Schutz, qui dit, on va se mettre en rond et une personne va se tourner vers la personne qui est à sa droite et va lui poser la question suivante. Mon ami ou machin, bidule, chouette, enfin on prend le prénom de la personne, mettons Corinne. Corinne, de quoi fais-tu semblant dans la vie? Et là, cette question, si vous voulez, c'est vraiment une question d'ouverture. Si vous n'avez pas mis des processus d'inclusion d'abord, moyennant des processus de contrôle qui permettent de protéger les personnes, c'est-à-dire que les personnes se sentent protégées, eh bien, si vous balancez cette question sans avoir fait des processus d'inclusion et de contrôle, eh bien, vous allez avoir un claquage musculaire. Le muscle, en l'occurrence, c'est le cœur. Hein. C'est-à-dire un claquage du cœur. C'est-à-dire c'est pas du tout bon. C'est beaucoup trop important. Et donc, la personne va dire, bah, je fais semblant, par exemple, d'être heureux. OK. Cette personne-là, Corinne, donc, se tourne vers Gabriel, qui est à sa droite, et lui dit, Gabriel, de quoi fais-tu semblant dans la vie? Et Gabriel de répondre, je fais semblant d'aimer mes parents. OK. Gabriel va se tourner vers Catherine, qui est à sa droite, et va lui dire, Catherine, dans la vie, de quoi fais-tu semblant? Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'un processus d'ouverture va engendrer un processus d'ouverture plus profond, plus profond. Et ce que je fais quand j'ai des groupes, par exemple, d'une douzaine ou d'une quinzaine de personnes, vous voyez, chacun a répondu. Et là, je leur dis, maintenant, on va faire un deuxième tour. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure d'avoir entendu tout un chacun dire, voilà de quoi je fais semblant dans la vie, va lui permettre de monter en conscience sur les lieux qui n'étaient pas apparents au cours du premier tour. Et donc, au même titre que l'inclusion va petit à petit amener à de la confidence va entraîner de la confidence. En d'autres termes, il n'y a pas de paradoxe, il y a des degrés qui se cumulent. Et on peut très bien faire que de l'inclusion.
Alors, c'était comment tes vacances? Comment tu as vécu le confinement? Ça suffit, ça. Mais dès lors qu'on va dire ça, bah, la personne va dire oh bah moi le confinement c'était le bordel à la maison, il a fallu que je fasse l'école et puis j'ai pris 4 kilos. Bon, bah, c'est d'une certaine manière un degré d'ouverture. Mais c'est plus de l'inclusion, c'est-à-dire ça vise le contact, alors que l'ouverture vise l'authenticité. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Donc il n'y a pas de paradoxe, il y a juste une progression. Et ce qui est certain, c'est que alors que Schutz dit il faut mettre des processus d'inclusion, des processus de contrôle et des processus d'ouverture dans ce sens-là, moi je sais que quand je commence un processus d'inclusion, la première chose que je fais, c'est que je rappelle des règles de fonctionnement. Et ça, je mets un tout petit peu de contrôle avant. Parce que sinon, les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés et ils ne savent pas évaluer naturellement le degré d'inclusion ou d'ouverture qu'il est pertinent dans la culture de groupe de mettre en place. Eux, ils vont savoir pour eux-mêmes. Mais le groupe, quelle est la culture? Quelle est sa préférence d'atmosphère en termes d'inclusion et d'ouverture? En fait, ce qu'on constate, c'est que plus une équipe se connaît, plus soit on est dans le faux semblant, soit on est dans l'authenticité. C'est ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer encore dans les webinaires, qui concerne ce qu'on appelle l'ajustement d'imago de groupe. L'ajustement d'imago de groupe est un concept d'analyse transactionnelle qui est appliqué aux organisations, qui va particulièrement être utilisable en lien avec l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Et donc, comme l'ajustement d'imago de groupe vise à permettre à chacun d'être en authenticité, hein, c'est ce qu'on appelle l'ajustement secondaire, d'être en authenticité les uns avec les autres, eh bien, si vous savez bien mettre des processus d'inclusion, de contrôle et d'ouverture, eh bien, vous allez avoir un ajustement d'imago de groupe de quatrième étape secondaire absolument brillante. Et vous allez avoir une coopération extraordinaire parce que les gens seront authentiques et ils pourront se déterminer eux-mêmes. Voilà ce que ma réponse par rapport au paradoxe. Alors, je vais rebondir avec une question qu'a posée Slim. Est-ce que ça peut être aussi valable pour une équipe multiculturelle? Ah oui, alors ça c'est super intéressant comme question. Parce que je vais répondre en utilisant le concept de préférence d'atmosphère. Si vous voulez, quand vous travaillez avec des Japonais ou des Chinois, la préférence d'atmosphère n'est pas identique à celle d'un Français ou celle d'un Américain. Donc, il va y avoir des différences de préférence d'atmosphère occidentale et orientale. Ça, c'est le premier niveau. Mais j'ai habité 4 ans aux États-Unis et c'est vrai que les Américains, j'ai toujours trouvé qu'ils mettaient naturellement des processus d'inclusion très, très facilement dans la réunion. Oh, I'm so happy to see you. It's been such a long time, etc. Donc, le contact est très facile, mais l'ouverture est très difficile. D'ailleurs, je me souviens, parce que j'ai habité là-bas, j'avais entre 27 et 31 ans. Et donc, à 27 ans, j'habitais New York. Et il y a 80% des… C'est une caricature, hein, il y a 80% des avocats qui habitent New York, quoi. Il y a énormément d'avocats. Et je sortais un samedi soir avec une bande d'avocats. Et chacun sortait avec… sa copine ou sa compagne plus ou moins officielle. Et je me souviens en sortant du taxi avec notamment un couple, le mec dit à son amoureuse Tonight, no PDAs. Tonight, no PDAs. Alors j'étais très surpris parce que je dis mais c'est quoi les PDA? Et donc je vais voir la nana et je dis je comprends pas ce que ça veut dire no PDAs. Et elle me répond c'est No Public Display of Affection. Donc, il est bon de ne pas montrer de signes d'affection vis-à-vis de son compagnon ou de sa compagne. Je dois dire que je me suis immédiatement posé la question de savoir si c'était parce que les gens avaient entre 25 et 30 ans ou est-ce que c'était culturel. J'ai tiré la conclusion que c'était plutôt culturel. Donc les Américains sont très dans l'inclusion, mais ils ne sont pas tellement dans l'ouverture. Les Français, ils veulent du contrôle, mais dès qu'il y a du contrôle, ils explosent. Ils veulent de l'inclusion et ils dénoncent l'ouverture tout en voulant l'ouverture. Parce que le Français, globalement, on va dire de façon très générique, est assez râleur, etc. Mais râler et pouvoir exprimer sa colère est un processus d'ouverture ou un résultat de l'ouverture en tout cas. Voilà, donc pour répondre à la question, la notion culturelle, c'est je partirais du principe
de la préférence d'atmosphère et je commencerai par regarder quelle est la préférence d'atmosphère de cette équipe multiculturelle avant de placer des processus qui visent à un peu plus d'authenticité. Je verrai comment c'est. La semaine prochaine, je vais animer un séminaire en Allemagne avec 15 personnes et 4 nationalités et je vais animer une formation sur la ProcessCom. Et donc là, je sais que la ProcessCom peut donner lieu finalement à un grand travail d'ouverture, mais je sais moi que je vais commencer, ce que ne font pas la plupart du temps les formateurs en PCM, je vais commencer par créer des conditions d'une inclusion et un peu tester la préférence d'atmosphère pour que je vois quels sont les exercices que je choisis de faire ou que je mets en avant. Autre question ? Oui, une question de Florence. Comment permettre à une équipe de direction de traiter des tensions très fortes liées au confinement et à une réorganisation, donc un double choc, pour renouer et pouvoir échanger sur la suite? Eh bien, la première chose que je ferai, c'est un sujet, je ne vais pas pouvoir y répondre en 2 minutes, hein, mais ce que je ferai intuitivement, c'est d'abord, je passerai du temps avec le dirigeant. Je passerai du temps avec le responsable d'équipe et je leur dirai, bon, quelle représentation vous faites de la réorganisation, des impacts que vous allez avoir, ou voilà, comment vous-même vous avez vécu le confinement. Est-ce que d'un point de vue stratégique, la réorganisation était préméditée avant, enfin existait avant le confinement, ou est-ce que c'est juste circonstanciel que ça se cumule? En tout cas, je prendrai pas mal de temps avec les responsables, d'abord pour établir une mise à plat de ce qui se joue. Ensuite, je travaillerai autour des enjeux. Qu'est-ce qui est très important pour vous? Ensuite, je ferai des propositions en disant on peut mettre tel processus et tel processus. Qu'est-ce que vous imaginez faire, etc. Donc après, répondre de façon générique à cette question est un peu difficile parce que la posologie, si vous voulez, des processus d'inclusion, de contrôle et d'ouverture ou de régulation de façon générale, doit épouser le terrain. On peut dire que quand on a telle ou telle migraine ou telle difficulté, on va prendre tel ou tel médicament. Mais là, ce serait simpliste si je disais il faut faire comme ça. Mais en tout cas, la première chose que je ferais, c'est de créer une très forte alliance avec le dirigeant, le responsable, travailler sur lui-même avec lui en disant et vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Et pas mal métacommuniquer à la fin en disant finalement ce processus que je vous ai fait vivre pour prendre conscience de la façon dont vous avez vécu ça, de vos peurs, des craintes que vous avez au moment où vous revenez. En fait, ce processus en tant que tel définit une matrice qu'on va décliner après. Et souvent, les personnes disent je suis plus au clair, je me sens mieux, etc. Et du coup, je l'ai fait entre guillemets acheter le processus en l'ayant testé et en disant voilà, on va essayer de le faire en collectif et je vous propose d'ajuster telle ou telle variable pour que nous puissions le vivre en collectif. Parce que le ressenti que vous avez d'être plus en confort, plus en accueil de ce que vous avez éprouvé, ce processus-là va avoir le même résultat pour les autres, donc il faut le faire. Voilà ce que je ferai. D'accord. Alors, j'ai encore plusieurs questions, mais je sais pas, on va être peut-être un peu limité. Il est 8h20, on a encore quelques minutes. Une question de Sophie. Combien de séminaires pour développer la coopération? Alors, je vais répondre de façon un peu lapidaire pour répondre tout de suite à la question et pas faire comme les politiques en disant comme marchait autrefois. C'est une très bonne question. Entre 9 et 18 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la coopération exige que les personnes aient atteint un ajustement d'imago du groupe secondaire. Or, un ajustement d'imago de groupe secondaire, c'est-à-dire pour pouvoir se voir tel qu'on est vraiment, ça exige grosso modo 10 à 20 jours d'intervention sur 18 mois. C'est ça que ça exige. Mais vendre un projet à 18 mois, personne n'achète. Personne n'achète. C'est-à-dire, c'est trop cher. À la fin, c'est ce qu'ils feront, hein. Bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire qu'on va faire du one step at a time, mais in fine, c'est ce qu'ils vont consommer. Hein. Mais ce que je fais, moi, c'est que je leur propose le temps d'une grossesse.
c'est-à-dire 9 mois. En 9 mois, j'utilise l'image de, voilà, nous allons vivre un processus de type grossesse jusqu'à ce que l'équipe puisse accoucher d'elle-même. Mais il est évident qu'un bébé qui sort du ventre de la maman, eh ben, ces 9 premiers mois, eh ben, il va bosser, hein, le gamin. Et donc, quand vous avez 9 mois de grossesse plus 9 premiers mois, jusqu'à ce qu'il ait déjà fait ses dents, je dirais jusqu'à 13 mois, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il puisse marcher. Hein. Voilà, vous avez 13 plus 9 ou 9 plus 9. Voilà les 18 mois. Mais vous ne faites pas tout à fait le même travail. C'est-à-dire vous allez accompagner pendant les 9 exactement, c'est exactement Florence, c'est ça, 9 mois plus un an pour marcher, c'est exactement ça. C'est-à-dire que globalement, ce que vous allez accompagner dans un premier temps, c'est l'établissement d'une culture commune autour du vélos, les valeurs, les expériences, le langage, les objectifs, les compétences et les échanges conviviaux. Vous allez avoir un accompagnement didactique où vous allez avoir un rôle, où vous allez apprendre à l'équipe à se laver les dents, à pas passer la nuit sur les écrans, des choses comme ça. Hein. Quand je dis ça, quand je parle de se laver les dents, c'est juste quelle est l'hygiène de vie que vous avez dans votre équipe. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc, vous allez avoir un rôle éducatif très fort les 9 premiers mois. Et puis après, vous allez faire ce qu'on appelle du coaching d'équipe. Dans un premier temps, au sens étymologique, vous allez faire du team building, c'est-à-dire vous allez accompagner l'équipe pour la construire et construire cette culture commune. Et puis l'année suivante, vous allez faire du coaching d'équipe, c'est-à-dire petit à petit, vous allez passer la main sur les processus de telle sorte que ce ne soit plus vous qui les mettiez en œuvre, qui les gouverniez, mais que ce soit l'équipe dans un processus d'autonomisation qui les gouverne. Et donc, vous êtes vraiment en position méta et vous faites ce que Alain Cardon appelle le coaching d'équipe. Vous êtes en position presque à l'extérieur. Et même, vous pouvez passer une journée en étant silencieux. Vous préparez avec le responsable de l'équipe ou avec le dirigeant ce qu'on va faire, mais vous les laissez bosser, quoi. Et en fait, vous êtes simplement force de proposition de processus. Parce que quand ils ont un hiatus ou un problème, souvent, ils savent le résoudre plus ou moins techniquement. Mais ils ne savent pas forcément imaginer le processus qui va bien. Le professionnel de l'accompagnement ou le responsable coach ou le responsable ressources doit être un spécialiste du processus. Donc, notre force de proposition à nous, c'est des processus. Donc, l'année qui accompagne les 9 premiers mois, c'est du coaching d'équipe, alors qu'avant, vous faites plutôt du team building. Alors, je voudrais juste lever une ambiguïté sémantique parce que quand on parle de team building aujourd'hui dans le langage commun, c'est faire de l'outdoor. L'outdoor, c'est allez, on va sauter en parachute ensemble, en haut d'un pont, etc. C'est-à-dire, on va faire de l'activité à l'extérieur pour en fait créer de la cohésion d'équipe. En fait, c'est très dangereux de faire ça si vous n'avez pas effectivement un systémicien qui va pouvoir décoder ça. Parce qu'on prend l'équipe, on la sort de son milieu, on lui fait vivre quelque chose, mais en fait, ça ne change absolument pas les consciences, les comportements, etc. Voire même, ça peut mettre à mal l'autorité du leader. Parce que imaginez que le leader, il ait la trouille de sauter en parachute. Montrer sa peur crue à toute son équipe, c'est peut-être pas génial. Donc en fait, les outdoors vont généralement, ou ce qu'on appelle culturellement ou communément les team building, peuvent renforcer en fait les masques. C'est le grand danger. Donc moi, j'ai pris l'habitude, j'en ai fait des outdoors, mais en fait, je m'aperçois que c'est beaucoup plus efficace d'aller voir les gens là où ils sont et de les accompagner avec des processus pour qu'ils augmentent leur niveau de conscience et qu'ils prennent conscience qu'ils s'auto-déterminent, hein, toujours dans la logique schutzienne, à savoir qu'une équipe et des individus vont aller beaucoup mieux s'ils sont capables de s'auto-déterminer. Voilà. Alors, une dernière question. Oui. Stéphanie qui dit si les personnes qui constituent l'équipe ont des réponses contradictoires dans le type d'atmosphère préférée. Par exemple, la moitié des personnes à 9 en ouverture et l'autre moitié à 2. Voilà. Fait-on une moyenne qui engendrerait des frustrations, voilà, des efforts de part et d'autre? Voilà. Alors, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand je fais le calcul de la préférence d'atmosphère, bien sûr, vous pouvez faire une moyenne, mais il faut immédiatement calculer l'écart type. Parce que si vous ne calculez pas l'écart type, vous ne savez pas quelle est la disparité de cette moyenne.
Et donc là, j'ai pas pu le calculer, mais il est évident que quand je fais cet exercice-là, je demande aux gens, bon, quelle est ta préférence? Quel est le chiffre en dessous duquel c'est plus tolérable et au-dessus duquel c'est pas tolérable? Donc, on va voir pour chaque personne, mettons pour une équipe de 10-15 personnes, on va voir quelle est la flexibilité, c'est-à-dire la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure, sachant qu'il y a une moyenne. Et je calcule immédiatement l'écart type. Quand l'écart type est très grand, à ce moment-là, je vais mettre en place un processus éducatif pour augmenter la flexibilité. Mais je vais y aller avec une infinie précaution qui est la même manière qu'utilisent les hérissons pour faire l'amour. Une infinie précaution. Hein, il est très très important de ne pas forcer parce que sinon vous pouvez créer des claquages et des luxations et c'est pas le but. Hein. Donc là, bien sûr, nous n'avons absolument pas calculé l'écart type de nos préférents d'atmosphère, mais ça, je le fais toujours. Ce serait idiot de ne pas le faire. Ce serait vraiment une erreur. Hein. Ce serait une erreur qui pourrait être très dommageable si du coup j'en conclus qu'il n'y a pas de disparité et que je mets en place un degré de processus d'inclusion, de contrôle et d'ouverture qui est la moyenne. Non, non. Et très souvent, ce que je constate, c'est que le simple fait de créer des espaces de parole vont générer automatiquement une souplesse à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Oui, oui, bien sûr, Florence. On partage avec le groupe. On partage avec le groupe. D'ailleurs, ça donne lieu à ce que j'ai appelé un feedback groupal. C'est-à-dire, je fais un feedback groupal pour dire, voilà quelle est votre préférence d'atmosphère. Et donc, il y a fort à parier que vous avez dû rencontrer tel ou tel type de problème dans votre vie d'équipe, simplement sur la base de la préférence d'atmosphère qui est calculée en l'espace de… C'est un processus qui dure 3/4 d'heure. Hein. Ça va très très vite. Et donc, c'est très étonnant. C'est super facile à faire. Et mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Hein. Je peux vous dire, c'est top. C'est vraiment top. Voilà, on arrive au terme. Bien sûr, j'aurais envie de répondre à toutes les questions parce que l'essentiel, si vous voulez, c'est que les équipes et que les personnes soient accompagnées. Hein, on ne peut pas imaginer une transformation paradigmatique et un changement paradigmatique du monde sans transformation intérieure des personnes. Et donc, moi, mon but, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent s'accompagner avec des outils qui sont simples et qui ont des résultats extraordinaires. En tout état de cause, j'arrive au terme donc de ce petit exposé et alors je vais simplement vous donner quelques annonces. D'abord, sachez que j'anime des groupes de supervision en présentiel et en distanciel. Alors en présentiel, c'est à Paris, c'est à Lyon, c'est à Aix-les-Bains, c'est à Bruxelles et c'est à Marseille tous les mois. Et puis en distanciel aussi tous les mois. Toutes les dates sont sur le site où vous m'envoyez un mail et puis vous pouvez aussi télécharger depuis le site dans le menu supervision le document qui explique l'ensemble des 12 processus que j'utilise, qui sont des processus que j'ai mis au point et dont j'ai rendu compte dans ma collection Coaching Global, notamment dans le premier livre, hein, qui est le livre rouge. Coaching Global, c'est écrit en rouge. Là, dans la deuxième partie, eh bien, j'explique l'ensemble des 12 processus et comment les animer. Et j'anime aussi un séminaire pour expliquer comment utiliser le tableau des processus, ces 12 processus en entreprise, pour pouvoir faire de l'analyse de la pratique managériale avec ce même outil. Donc voilà, ça c'est la première annonce. La deuxième annonce, c'est que la prochaine promotion de formation au coaching à Lyon débute le 17 septembre. Il y a encore des places. Sachez que cette formation qui s'appelle DIAM, devenir interdépendant et accompagnant Mayotis, est une formation qui se sépare en 3 parties. Cursus de technicien, cursus de praticien et cursus de maître praticien. Le technicien, c'est typiquement ce que font souvent des managers ou des dirigeants qui veulent comprendre les fondamentaux du coaching et de l'accompagnement des équipes et des organisations. Et puis après, ceux qui veulent pratiquer un peu plus, bon, bah, suivent le praticien. Et ceux qui veulent ne faire que ça, c'est-à-dire gagner leur vie avec ça, eh ben, ils suivent aussi le maître praticien. Donc au total, 2 ans et demi, 50 jours. Et mon positionnement par rapport au marché, si vous voulez, c'est de faire une formation longue pour permettre aux personnes de développer leur posture intérieure, mais aussi leur position, c'est-à-dire l'usage d'outils dans plusieurs cadres de référence, notamment l'élément humain, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, l'intelligence collective, la process-com, enfin tous ces éléments-là sont vraiment utiles pour le coach pour qu'il puisse gagner sa vie à plein temps avec ce métier. Donc ça, c'était la deuxième annonce. La troisième, c'est que à partir de septembre, nous ferons mensuellement, je dis nous, hein, parce que c'est toute une équipe, hein, il y a Frédéric, il y a Igor, il y a Cécile,
Et puis, il y a derrière tous les gens qui suivent Diam, tout le collège des enseignants, etc., qui me suggèrent de faire des webinaires. Et donc, chaque mois, je ferai un webinaire à partir du mois de septembre. Nous allons définir le programme et il sera communiqué très bientôt. Et enfin, qu'est-ce que j'oublie? Oui, les webinaires sont tous en replay sur le site de l'Institut Mayotis, mis en ligne par Cécile et Frédéric. Merci beaucoup à eux deux. Et puis, si vous voulez nous envoyer des feedbacks, c'est le bienvenu parce que ça permet de nourrir le site. Si vous avez aimé, parlez-en. Bien sûr, pour la notoriété de l'Institut Mayotis, mais aussi pour que le monde soit accompagné. Parfait. Et donc, des remerciements et une grande satisfaction. Et effectivement, 72% de gens satisfaits au-delà des attentes et 28% de gens plutôt satisfaits. Très bien. Alors, par contre, on aura eu une petite déconvenue pour ce soir que je partage avec toi, Jérôme, et avec le public. Donc, ça sera à faire savoir peut-être aux uns et aux autres, pour ceux qui sont encore là pour l'entendre. C'est qu'on avait modifié notre abonnement pour qu'il permette de dépasser le plafond de 100 participants. Et pour une raison technique qui, à l'instant, nous échappe, ça n'a pas été mis en œuvre. Oh là là. Donc, on a engendré un certain niveau de gens très frustrés, bien satisfaits sûr. Par le fait que le webinaire sera disponible en replay très rapidement. On enverra un petit courrier à tout le monde pour renvoyer sur ce webinaire et présenter des excuses. Et ça n'est pas de notre fait, hein, c'est le fait de Zoom, ça. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'est passé, mais il était trop tard pour le corriger. Donc faites-le savoir, s'il vous plaît, les uns les autres autour de vous, que le webinaire sera consultable en vidéo, en replay sur le site de Mayotis très très vite. Et avec nos excuses et le fait qu'effectivement, c'était indépendant de notre volonté. Et comme de toute façon, on a tout enregistré, y compris là, hein, tu n'as pas arrêté l'enregistrement. Donc, tout ça, ce sera en ligne et du coup, on pourra expliquer de vive voix. Quoi. Voilà. Et chaque jour, on fait mieux. Oui, on a progressé. Hein. Voilà. Depuis le 29 avril, date du premier webinaire, on a progressé à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue de la gestion du temps, des questions, tout ça. En tout cas, je veux encore remercier Cécile, Frédéric et Igor. Je peux vous dire que sans eux, moi, je ne peux pas faire tout seul. Hein. C'est vraiment une opération d'équipe. On a créé les conditions d'une équipe performante, si je puis dire, grâce à l'inclusion du contrôle et d'ouverture. Et alors, je peux vous dire qu'ils m'ont mis un nombre de processus de contrôle sur le dos, ces salopards là. Hein, non, c'est pas conforme, non, c'est pas jeune, tu refais tes slides, ça va pas du tout, t'es trop long, corrige ta façon de parler. Non, mais je suis briefé. Hein. Vous pouvez pas vous imaginer. Hein, moi, je n'imaginais pas qu'il fallait des conseillers en communication. Maintenant, je comprends l'équipe de conseillers en communication des politiques. Hein. Bon, d'accord, je me lâche, j'arrête. Sinon, je vais me faire engueuler. Bonne soirée à tous et puis un grand merci de votre présence et puis à très très bientôt.